Donc maintenant, c'est le docteur Loewenstein, cher ami, qui va venir auprès de nous. Alors, le docteur Loewenstein, on ne le présente plus tellement il est médiatisé, mais je vais quand même en dire quelques mots. Interniste, pneumologue, spécialiste des addictions, il s'est d'abord intéressé au problème du sida chez les orinomanes, puis au traitement de substitution aux opiacés, créant en 1994 le premier centre méthadone hospitalier à la NH. Puis il a fondé la clinique Montevideo, encore là une première, puisque c'était la première clinique privée spécialisée en addictologie, dont il vient juste de quitter, je crois, la direction et la chefferie de service. Il préside également le groupe de travail TSO à la Direction générale de la santé et l'association SOS Addiction. Alors, vous avez tous lu des articles signés par le Dr Loewenstein, tant il a un gros travail de publication, d'articles médicaux, mais aussi de livres grand public. Aujourd'hui, il va nous faire de la rythmologie et il va nous parler de l'espace QT. J'ai brièvement abordé ce matin, mais en lui laissant le soin de le développer. Donc, il va nous présenter quelques publications, comme c'est noté, récentes et moins récentes, à partir d'un article paru dans le dernier flyer, le numéro 50, que nous célébrons aujourd'hui. Merci, Marocia. Merci, Marocia et chers collègues. Bonjour à tous. Oui, il y a un an, lors de, je crois que c'était la réunion Albatros, j'avais entendu une intervention sur méthadone et QT qui m'avait quelque peu interpellé par rapport à l'expérience qui était la nôtre sur le sujet. Et il nous a semblé intéressant de faire un point sur l'état des connaissances, mais aussi de l'expérience clinique sur ce sujet. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. En association, vous le verrez dans l'article publié dans le flyer, avec le docteur Claude Fontanara et le docteur Philippe Riva, cardiologue rythmologue, à qui vous pourrez adresser toutes les questions fines et précises de rythmologie, si je suis, ce qui est probable, dans la capacité d'y répondre. Les liens d'intérêt, rapidement, je n'ai pas de compte au Caïman. Le risque d'allongement du QT. Alors, c'est un risque d'allongement qui est connu en effet depuis des décennies, puisque la méthadone est utilisée maintenant depuis plus d'un demi-siècle en tant qu'analgésique morphinique et évidemment MSO. Depuis plus de 30 ans, la méthadone est connue pour pouvoir allonger éventuellement cet intervalle QT. Le mécanisme est connu en blocage de canaux cellulaires, mais malgré ça, la question de l'allongement de l'intervalle QT était relativement, on va dire, sous-estimée jusqu'à la publication de Krantz en 2002. Et donc c'est en 2002 qu'une étude, on va dire, amorce le débat. Oui, c'est lisible, plus que sur... Puisque dans cette publication, et vous voyez que le titre est significatif, avec des très fortes doses ou posologies de méthadone, Krantz rapporte la description de 17 cas de torsade de pointe, et ce qu'il a supposé que la méthadone puisse avoir un risque torsadogène alarmant. L'étude de Krantz de 2002 met en lumière une conjonction de facteurs de risque qu'on aime bien rassembler en médecine interne parce que la polyfactorialité est souvent plus causalité qu'une seule cause à elle toute seule. Et quand on regarde cette étude, on voit bien que les données marquantes de l'analyse sont d'abord une posologie très élevée, jusqu'à 400 mg par jour, que 7 patients sur 17, 40%, ont une hypokaliémie, et qu'en plus, plus de la moitié reçoivent un traitement allongeant le QT. En résumé, des patients hautement dosés, avec une comorbidité, et Krantz, finalement, dans ses conclusions, est assez prudent et dit ces données ne permettent pas de prouver que de fortes doses de méthadone peuvent être la cause de torsade de pointe. Mais le titre était quand même suffisamment
attractif pour que de nombreuses publications et le système que nous connaissons tous, hein, du copier-coller, puissent relancer réellement le débat sur le risque d'allongement de l'intervalle QT avec la méthadone. À tel point que l'imminente et très respectable Marie-Jeanne Crick, ainsi que Andrew Byrne, regretteront l'argent et le temps dépensés pour répéter toujours la même chose, c'est-à-dire sans rien apporter comme nouveauté clinique, puisque, en fait, à condition de suivre des règles connues depuis des décennies et au regard du millier de patients traités et des milliers de patients traités, Marie-Jeanne Crick disait en quelque sorte, à l'ouest comme à l'est, rien de nouveau. Cette réaction est plus une réaction parfois de rivalité commerciale qu'une réaction médicale ou scientifique. Cependant, en France, le risque a été clairement mentionné avec une modification des mentions légales et de l'information donnée aux prescripteurs, avec des mentions de mesures de précaution vis-à-vis de l'allongement du QT. On va les reprendre au fur et à mesure de cet exposé, mais elles sont finalement assez simples. C'est savoir si on doit pratiquer un électrocardiogramme, savoir s'inquiéter un peu plus à partir de l'instant où la posologie quotidienne dépasse les 120 mg par jour et surtout s'il y a des coprescriptions médicamenteuses susceptibles d'allonger l'intervalle QT et surtout, la recherche d'hypokaliémie en vous rappelant une étude déjà ancienne, canadienne, sur la fréquence de l'hypokaliémie. Là, c'était dans des urgences, tout venant. Ils avaient pris une population donc arrivant en urgence pour quelque motif que ce soit, et ils arrivaient presque à 20%, 17% pour être précis, de patients ayant une hypokaliémie. Donc l'hypokaliémie est d'une fréquence non négligeable dans la population en général. Alors, 2002, on a dit, et puis on voit en 2012, en effet, que dans Addiction, il y a une étude qui est réalisée par une équipe irlandaise, alors là, qui évoque un risque d'allongement du QT, même pour des patients recevant de faibles posologies de méthadone. L'étude de Roy et Cole mérite quand même d'être un peu décortiquée, puisque les auteurs concluent à une augmentation du QT liée à la méthadone, mais sans disposer de CG à l'admission. Donc la comparaison, vous en êtes d'accord avec moi, est compliquée quand vous n'avez pas le point de départ pour comparer. On rappelle d'ailleurs que dans certaines études, dont celle de Lipski, 19% des consommateurs d'héroïne de rue ont un QT prolongé avant même le début du traitement. Les auteurs, dans leur titre, hein, je le remets, petite dose de méthadone, les auteurs évoquent de faibles posologies de méthadone. Alors peut-être qu'on est déformé d'un point de vue prudentiel en France, mais la posologie moyenne dans l'étude était de 80 mg par jour. Celles observées en France, vous le savez, en moyenne sont aux alentours de 60 à 70. Et quand on parle de petites doses de méthadone, on est plutôt vers des posologies de 10, 20 ou 30 dans notre esprit. Donc là, il y avait peut-être un problème d'habitude et de traduction. Et puis surtout, dans cette étude, plus de la moitié des patients consommaient encore de l'héroïne. Et là, aucune corrélation n'avait été recherchée malgré les 50% de consommateurs d'héroïne continuant. Et puis, NEC plus ultra, pour parler quand même d'une étude sérieuse ou pas, aucun dosage du potassium n'avait été réalisé. Ce qui est quand même, à mes yeux, parfaitement choquant pour évoquer la responsabilité d'une cause quelconque. La première cause, on le sait, c'est quand même l'hypokaliémie, encore une fois en termes de fréquence, même si beaucoup de choses peuvent donner un allongement du QT, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Après, il y a la discussion également sur le seuil de 450 millisecondes qui avait été retenu pour évoquer un allongement du QT. Alors, j'ai rappelé
mes maîtres en cardio et différents collègues, même s'il n'y a pas un consensus absolu international, il est clair qu'en pratique, souvent l'allongement du QT suppose des seuils supérieurs à 470-480, avec là un cut qui devient très différent, parce que si vous retenez même 470 millisecondes, dans cette étude, par exemple, vous tombez à 2,2% des patients, alors que là, il était annoncé 11% des patients. Pour d'autres rythmologues, le cut peut être encore plus élevé avec des patients avec un cut à 500 millisecondes, et là, aucun patient n'était au-dessus de 500 millisecondes. Malgré toutes ces insuffisances, malgré toutes ces contradictions, en un seul mot, les auteurs concluaient pourtant à un risque torsadogène de la méthadone. Alors on va regarder un peu d'autres études aux méthodologies plus rigoureuses, parce que celle-là était vraiment presque choquante, et on peut regarder deux études, une de 2006 et une de 2012. Celle de 2006 est une coopération entre Pélès et Crick, donc une coopération entre Israël et États-Unis, et celle de 2012 est une étude norvégienne. Celle de Pélès et Crick, 138 patients suivis avec une posologie moyenne, là aussi élevée pour nous Français, 170 mg par jour, et une méthadonémie également élevée, puisque vous voyez qu'elle est à 708 nanogrammes par millilitre, l'intervalle étant de 300 à 500 conseillés ici dans notre pays comme ailleurs. Donc, au cours des 2 années de suivi dans cette étude, 2 années de suivi, aucun patient n'a souffert de problèmes cardiaques, et vous voyez la distribution de ces patients, avec 19 patients sur les 138 qui avaient un QTc moyen, donc sur la partie gauche de la diapositive. Vous aviez 19 patients dont le QT était compris entre 450 et 500 millisecondes, et 3 patients qui étaient supérieurs, dont le QT était supérieur à 500 millisecondes. Et l'étude est intéressante parce qu'ils font les dosages donc plasmatiques. Il n'y a aucune corrélation dans cette étude entre la concentration plasmatique en méthadone et l'allongement QT. Dans l'étude norvégienne de Stolvik, à noter d'ailleurs qu'il reprend avec intérêt la faiblesse méthodologique de la plupart des études qui avaient décliné de celle de Krantz de 2002, et notamment qui s'étonne lui aussi de l'absence, pour comparer, d'un QT mesuré avant l'entrée en traitement, de l'absence la plupart du temps de prise en compte des facteurs associés, et encore une fois de l'absence de mesure de la kaliémie. Donc Stolvik, lui, veut déterminer le risque d'augmentation du QT, aussi bien pour les patients traités par la méthadone que par la buprénorphine, et veut rechercher un lien entre concentration plasmatique et cet allongement éventuel du QT. Il va réaliser les électrocardiogrammes à l'admission, à 1 mois et à 6 mois. Vous voyez que là aussi, il y a quelques perdus de vue, 90, 75, 66, et recueille les échantillons sanguins pour l'analyse des taux plasmatiques. Regardez à la fois le schéma et le petit tableau récapitulatif de droite, où on voit dans cette étude qu'avec la buprénorphine, si j'ose dire, on passe de 405 millisecondes à 398, ce qui est non significatif, pour une moyenne posologique qui est quand même assez élevée, jusqu'à 18,7 mg de BHD. Et quant à la méthadone, eh bien, là aussi, on reste, si j'ose dire, assez stable, puisque 406 millisecondes, 409, 408 au 6e mois, pour une posologie moyenne, relativement élevée à mes yeux, 88 mg de méthadone et 95,5 mg de méthadone. Donc cette étude conclut
qu'il n'y a pas d'association significative ni pour la BHD, ni pour la méthadone. Et comme ils avaient dosé le potassium, ils montrent bien que seule l'hypokaliémie a un impact significatif sur l'allongement du QT. La conclusion des auteurs est des plus carrées. La méthadone, jusqu'à une posologie de 100 mg par jour, n'est pas associée à une augmentation de l'intervalle QT. Par contre, il rappelle, bonne formule de clinicien de base, qu'il existe un lien significatif entre l'allongement de ce QT et l'hypokaliémie. En synthèse, par rapport à ces études, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'étude de Krantz, au titre, on va dire, un peu alléchant, est le point de départ d'une certaine polémique, mais que dans cette étude, je vous l'ai dit, des patients étaient avec de hautes posologies et des comorbidités non négligeables. L'étude de Roy relance adroitement, maladroitement, je ne sais quel adverbe utiliser, la polémique, en tout cas le sujet, mais sans ECG témoin, sans questionnement de la consommation d'héroïne et encore moins d'évaluation de la kaliémie. Pels et Crick, je vous l'ai dit, ont fait travailler leurs deux équipes de part et d'autre du monde et disent qu'il n'y a pas de corrélation entre taux plasmatique de méthadone et allongement du QT. Et enfin, l'étude norvégienne, certainement la méthodologie ou une des méthodologies les plus robustes, conclut la méthadone inférieure à 100 mg par jour n'est pas associée à une augmentation de l'espace QT, seule une hypokaliémie y est associée. Alors avec cet historique, finalement, si l'on souhaite être prudent, quelles recommandations pratiques formuler et quelles recommandations, je dirais, pratiques échanger entre nous? De la bonne clinique, ça consiste à rechercher les antécédents et une des questions qu'on peut poser, sans pour ça troubler trop notre patient, c'est de savoir s'il a pu exister des troubles du rythme dans sa famille ou chez lui ou des atteintes cardiaques préexistantes. A-t-il eu déjà des syncopes, des pertes de connaissance brutales, des arythmies? Y a-t-il des atteintes cardiaques à sa connaissance ou des antécédents familiaux de mort subite? Et même, parce que la clinique n'est pas fort heureusement toujours fatale, des malaises, des vertiges, pouvant évoquer aussi des torsades de pointe. Alors, il est clair avec nos études que nous venons de voir que si la posologie est supérieure à 120 mg par jour ou s'il y a la présence de facteurs de risque associés, on voit mal comment ne pas réaliser un ECG. Bon, en pratique, c'est une situation quasiment de relais parce qu'on ne va jamais commencer un traitement par la méthadone à 120 mg par jour. Donc le premier point, c'est que par rapport à tout ce qu'il va falloir faire, peut-être s'il y a des situations de comorbidité ou des antécédents, ça n'est pas une raison pour retarder l'initiation d'un traitement à 30 mg ou à 40 mg. Donc, réaliser un ECG s'il y a des antécédents, oui. Le réaliser pour débuter un traitement à 30 mg, ça n'a rien d'impératif et encore moins de nécessairement immédiat. Plus intéressant quand même pour nous tous, cette histoire de kaliémie. Là, c'est un peu l'interniste qui reprend la parole parce que j'ai toujours été étonné de voir la fréquence, comme dans l'étude canadienne, de ces hypokaliémies. Et finalement, à quel point elles étaient un petit peu oubliées en médecine générale. Donc, le potassium, on n'a pas un stock énorme de potassium dans l'organisme. Je crois qu'on a 3500 millimoles, qu'on doit en éliminer une trentaine à peu près par jour, et que finalement, un déficit léger de quelques pourcents de potassium, surtout avec cet équilibre intra- et extracellulaire, suffit à entraîner un certain nombre donc d'hypokaliémies. Une diarrhée de quelques jours suffit à entraîner des pertes potassiques qui ne sont pas compensées par l'alimentation. Une diarrhée entraînée
par des laxatifs, ce qui, dans la population des personnes addictes, en tout cas aux addictions alimentaires par exemple, n'est pas exceptionnel, va entraîner des hypocalémies chroniques très facilement. Donc si on a une hypocalémie, on a conseillé à notre patient de prendre des figues séchées, des bananes séchées, des noix, des haricots blancs, des brocolis, enfin des choses que les gens adorent manger facilement généralement. Donc les bananes, oui, ça reste la constante, même si ce n'est pas les plus dosées. Si après, ils adorent la poudre de cacao, mais ce n'est pas si simple que ça à manger, la poudre de cacao. C'est mieux dosé, et si en plus ils sont un peu canadiens et qu'ils adorent la mélasse, c'est ce qu'il y a de plus dosé en potassium. Mais en pratique, on prescrit peu de mélasse en France, du moins consciemment. Les recommandations pratiques, c'est celles qu'on a. Pouvoir, et c'est surtout ça le message, un QT long, ça ne doit pas être une terreur pour la méthadone, ça doit être un réflexe clinique pour savoir s'il y a une hypokaliémie ou un médicament qui peut en être responsable. Et dans les situations de malabsorption ou d'équivalent de diarrhée chronique, n'oubliez pas la fréquence de l'alcoolodépendance chronique à l'origine de l'hypokaliémie. Alors, c'est là où on a besoin de se caler un peu, parce que à la fois, on peut la jouer quand c'est possible, et quand on est un peu obsessionnel comme moi, ceinture et bretelles, c'est-à-dire que s'il y a un traitement qui est commencé, je trouve qu'il est plutôt préférable d'avoir un bon examen clinique, d'avoir un bon bilan sanguin d'entrée, le bilan hépatique, la NFS plaquette, le ionogramme sanguin notamment, et la créatinémie, et un électrocardiogramme. Mais encore une fois, il n'y a pas non plus urgence. Ce n'est pas en une première consultation de primo-prescription, par exemple méthadone, qu'on va tout faire, que ce soit sur le plan social, psychiatrique, médical ou les examens complémentaires. Donc, rappelons-nous que pour la littérature scientifique, le risque d'allongement du QT, de toute façon, est proche du zéro absolu lorsque la posologie de méthadone quotidienne est inférieure à 120 mg par jour. Donc, réaliser un ECG de manière systématique en préalable à tout traitement n'est pas pertinent. Dire à quelqu'un « je ne vous donne votre méthadone que si vous avez passé votre électrocardiogramme à 30 mg ou 40 mg par jour » est évidemment plus d'effets néfastes peut-être pour quelqu'un que de réduction des risques ou de principe de précaution. Pour la buprenorphine, on peut dire qu'il n'y a pas de données inquiétantes, tout en rappelant quand même que la plupart des études font évidemment état de posologie moyenne autour de 8 mg, et par voie sublinguale, on a, vous le savez, peu d'études fines sur les études par mésusage de la buprenorphine, donc lorsque les voies d'administration sont les voies nasales ou les voies intraveineuses. Donc, pour la morphine, rappelez aussi qu'a priori, il n'y a pas d'effet sur le QT aux posologies usuelles, mais les sulfates de morphine bénéficient, vous le savez bien, de ce statut un peu particulier de MSO hors AMM depuis la lettre fine et fameuse de Jean-François Girard en juin 1996, qui ne protège personne, ni les médecins ni les patients, dans sa conception, mais qui a permis une tolérance de prescription. En synthèse, ce qu'on peut dire, oui, la méthadone allonge, surtout aux posologies élevées, le QT selon un mécanisme connu et dans des proportions similaires à nombreux médicaments utilisés en pratique courante, mais vous l'avez vu, dans des proportions qui ne sont pas torsadogènes, pour le dire de cette façon-là. Donc, potentiel d'allongement du QT, encore une fois, à posologie élevée, oui. Faut-il faire un ECG de manière systématique? La réponse est non, sauf, encore une fois, si vous devez prendre un relais avec une posologie élevée
et qu'il y a cette idée de plurifactorialité. Quelqu'un qui reçoit des neuroleptiques, qui vous parle éventuellement de la prise de diurétiques, de crampes dans les jambes, et qui dit qu'il n'a pas mangé un fruit ou je ne sais quoi, des haricots blancs depuis 2 ans, oui, c'est peut-être pas la peine là de faire l'impasse sur l'ionogramme sanguin et d'imaginer que sa kaliémie va être au sommet. Donc là, l'électro et le ionogramme sanguin me semblent indiquer, encore une fois, lorsque vous avez cette perception clinique de la plurifactorialité. Ce n'est pas un médicament qui va entraîner quelque chose, c'est une situation, c'est un individu avec ses médicaments, sa situation clinique qu'il va falloir repérer et explorer. Donc, finalement, de la bonne clinique et non pas se focaliser sur un risque qui a été fortement exagéré, surtout dans l'étude de 2012, d'un risque dit torsadogène de la méthadone. Simplement, encore une fois, un patient, ça s'examine, un électrocardiogramme, ça peut se pratiquer, un ionogramme sanguin, ça se demande, et pas forcément en urgence, et ça sera la meilleure réduction des risques par rapport à la méthadone. Je vous remercie de votre attention.